Le visage de Bilal Hassani, dont le concert à Saint-Pierre-aux-Nonains a été annulé en avril dernier, suite aux attaques de plusieurs groupes catholiques et d'extrême droite, s'affiche en grand sur les banderoles et les pancartes de cette marche des fiertés. C'est une Pride dont le but était effectivement de montrer qu'on n'allait pas laisser les extrêmes dicter leurs lois. Il s'agit d'éviter que des extrêmes empêchent les personnes LGBT de s'exprimer, de continuer à faire en sorte que les personnes LGBTQIA+, puissent s'exprimer dans l'espace public. La communauté LGBTQIA+, a battu le pavé messin pour apporter son soutien à l'artiste. C'est quelque chose qui touche évidemment. On voit que maintenant il y a de plus en plus de partis extrémistes, extrême droite, qui prennent le pouvoir malheureusement. Et il faut il faut donner aussi des restrictions, il faut aussi donner un peu plus donner des libertés aux personnes qui veulent simplement chanter ou danser. Moi, ça m'a extrêmement choquée. C'était juste un petit jeune qui venait faire un spectacle, chanter, rassembler une communauté. Et je vois vraiment pas où était le problème, où il y avait un danger que ce jeune se mette à chanter. Voilà, j'ai trouvé ça petit, grotesque. Contre la haine, plus de 8000 personnes ont défilé dans une ambiance festive, musicale et colorée pour faire entendre leur voix et leurs droits, un record. Même en France, certes, on a plus de droits, mais même au niveau des mentalités, c'est pas encore tout à fait ça. Donc c'est quand même important de venir soutenir la communauté, surtout trans, qui est encore un peu mise de côté. Il faut continuer à se battre, il faut dire qu'on est là et que voilà, il ne faut pas se cacher, il faut affirmer qui on est. Affirmer son identité, une lutte qui se poursuivra bien au-delà de la marche des fiertés. Du maraîchage pas comme les autres. Ici, on cultive des légumes et on élève des poissons. La ferme aquaponique de l'abbaye à Chaumouzé s'ouvrait aux curieux ce samedi à l'occasion des Journées nationales de l'agriculture. Ça consiste à élever des poissons, utiliser les excréments des poissons pour nourrir les plantes qu'elle fait pousser. Et l'eau des plantes revient chez les poissons et c'est un circuit fermé et c'est réutilisé sans cesse. Les excréments des poissons sont transformés par des bactéries en nitrates, nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Leurs racines seront ensuite données aux poissons pour les nourrir. Noémie, diplômée en ingénierie, a mis en place ce système novateur en 2019. Ça fait un peu plus de 4 ans qu'on existe, on s'est bien développé et on travaille avec 20 autres producteurs des Vosges, dont quelques-uns qui sont là aujourd'hui à notre journée nationale de l'agriculture. Et maintenant j'ai 2 apprentis pour la ferme, une salariée. Et pour la vente, puisqu'on assure toute notre vente en direct, j'ai également une apprentie et une salariée. Donc ça a pris un petit peu d'ampleur. Une affaire bien huilée et rentable. Depuis 4 ans, Noémie a su diversifier son activité. Nous, ce qui nous permet en fait de faire rentrer de l'argent, c'est principalement la vente de nos légumes. Donc on vend à 80%, c'est des particuliers, 20% à des restaurateurs qui sont autour de Bouzet. En second, c'est les œufs de notre ferme, parce qu'on a aussi 200 poules à la ferme. Et en troisième, ça va être les visites, comme aujourd'hui. Et en quatrième, ça va être la vente de nos poissons. Avec quelques 12 000 poissons rouges, tanches et carpes répartis dans 6 bassins, la ferme aquaponique de l'abbaye ne ressemble en rien aux exploitations agricoles habituelles. Le grand avantage, c'est quand même la surface. On diminue la surface et on a des plantes qui poussent bien plus vite, presque 2 fois plus vite. Donc il y a un avantage pour l'avenir, pour notre agriculture. Il n'y en a pas encore assez en France pour voir comment ça va marcher après. En France, ils sont une vingtaine à pratiquer l'aquaponie. Noémie, elle, s'est donné pour objectif de faire connaître son métier au plus grand nombre. Le but, c'est pas d'être 10 fois plus grand dans 10 ans, parce qu'on veut vraiment rester en vente directe, et en circuit court surtout. Donc c'est vraiment plutôt d'informer les autres que ça existe, de les accompagner aussi s'ils veulent s'installer. Nous, on est ferme pédagogique depuis plusieurs années, donc ça nous permet d'accueillir énormément de monde sur notre ferme pour expliquer qu'est-ce que l'aquaponie, comment on fait l'aquaponie aussi chez nous. Et là, depuis le début mai, on est sur 7 visites par semaine. Des visites, il y en aura chaque mercredi durant tout l'été. De quoi peut-être se découvrir une vocation. Tu mets ta racine dans l'eau. Une vie hors du commun pour des scènes de reconstitutions épiques. Au cœur du bâtiment de l'école militaire dans laquelle il a fait ses classes, l'empereur des Français passe entre les mains de l'artiste dioramiste Jean-Philippe Broussin pour le plaisir de la miniature, à travers 5 grandes scènes de bataille et 3 vitrines entièrement réalisées en Playmobil.
Pour moi, c'est de la matière de création, c'est comme de la peinture, sauf que c'est du plastique. Et faire une exposition en Playmobil, c'est aussi pour moi artistique, parce que je ne suis pas étalagiste, donc j'installe les choses avec de l'inspiration. Et c'est culturel, on n'est pas dans le jeu, parce qu'il faut quand même faire les choses pour que ça soit cohérent d'une manière historique, et que vraiment ça laisse des traces. Le sacre de l'empereur, Trafalgar, la campagne d'Égypte, la défaite de Russie, sans oublier la bataille de Brienne, autant de moments historiques de la vie de Napoléon Ier, car celui qui a conquis l'Europe avant de se brûler les ailes et de mourir exilé a bien connu l'aube. L'histoire, le mythe napoléonien, il démarre à Brienne-le-Château finalement, en 1779, lorsqu'il est rentré le 15 mai à l'école militaire royale. Ensuite en 1805, puisqu'il est venu, il est passé par Brienne en 1805, et c'est là qu'il a vu les ruines de son école militaire. Et il est revenu en 1814 pour la fameuse bataille de France qui a précédé les 100 jours et malheureusement la défaite finale à Waterloo. Les habitants locaux ne sont pas forcément au courant de leur histoire et puis Napoléon c'est quand même un personnage très contrasté. On retient souvent les guerres, mais on ne sait pas qu'il a été aussi le grand réformateur qu'il a été, notamment avec le Code civil, avec le cadastre, avec tout un tas de lois qui existent encore aujourd'hui. Des milliers de pièces assemblées, customisées, modifiées et peintes à la main pour retracer l'histoire tumultueuse du conquérant prennent vie sous les yeux des visiteurs, un moyen de présenter l'histoire aux plus jeunes tout en attisant leur curiosité. Là, du coup, ça les attire bien le côté Playmobil et grâce à ça, il y a vraiment le lien avec les collections d'un château, d'un musée, le lieu, tout l'historique. Et donc là, on est dans la pédagogie. Si l'idée paraît insolite, l'artiste n'en est pourtant pas à son coup d'essai. Retombé dans les petites figurines de la marque allemande il y a 14 ans grâce aux jouets de son fils, il expose sur demande dans les musées et les châteaux depuis plus de 7 ans. Moi, je ne me dis pas collectionneur, parce que pour moi, collectionneur, ça garde les choses bien rangées, sur des étagères, en cherchant les pièces rares et tout. Moi, je suis plus sur un volume, et mon volume en Playmobil est vraiment très conséquent. Globalement, on en est à 150 mètres cubes. C'est classé en caisses, et quand je viens en exposition, j'ai les caisses de végétation, les caisses de personnages, les caisses à thème, et c'est comme ça que j'installe. Les installations sont visibles tout l'été, un moment de nostalgie pour plusieurs générations d'adultes qui retombent dans l'enfance et une visite ludique de l'histoire de France, loin des manuels scolaires. Avec son tunnel de brumisation, ses 6 jets d'eau et ses dizaines de transats, Jungle Splash, cette nouvelle aire de jeu de 600 mètres carrés promet de rafraîchir les visiteurs. L'an dernier, pendant l'été, tout le monde se souvient des vagues de canicule qui se sont enchaînées. C'est vrai que dans ces cas-là, on cherche un endroit frais ou alors on reste chez soi. Le zoo est plutôt vu comme une journée assez éprouvante parce qu'on y passe entre 4 et 6 heures. Donc s'il fait chaud, les enfants courent partout et on se dit que ça ne va pas être agréable pour toute la famille. Donc nous sommes dit, il faut absolument qu'on trouve une réponse. L'été, c'est notre période haute, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires, la moitié de la fréquentation. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se planter sur un été. Le zoo a choisi d'optimiser les séquences de fraîcheur de ce petit coin de paradis pour limiter sa consommation d'eau. On va tourner aux alentours de 3 à 4 mètres cubes jour. On a installé tout un système de drainage qui va récupérer toutes les eaux produites ainsi que toutes les eaux pluviales qui sont regroupées dans une cuve principale et qui servent en réemploi pour de l'arrosage, du remplissage de bassins et le nettoyage des box pour les animaux. Cet îlot de fraîcheur, déjà ouvert au public, va se développer puisqu'une plage va être aménagée d'ici le mois de juillet. Là, c'est les amortisseurs d'une voiture. Là, c'est une ancienne rue agricole. Ça, c'est juste la tuyauterie de plomberie. Son accent so british trahit ses origines. À force de chiner depuis des années, Metallo, c'est son nom d'artiste à glaner des dizaines d'objets au rebut. Il redonne une seconde vie à son trésor qu'il transforme en sculpture géante. À Londres, je me trouvais avec une troupe d'artistes qui s'amusaient à faire des sculptures de récupération, des grandes expositions. Et c'est devenu une petite passion. Et puis ça m'a mené c'est en fait ça qui m'a mené dans le métal comme métier. Jérémy Barfort apprend le travail de métallier auprès de plusieurs maîtres, notamment un batelier qu'il suit des Pays-Bas jusqu'à Fontenoy-le-Château, où il finit par ouvrir un atelier et laisser son imagination faire le reste. À Uxenier, il a exposé dernièrement un éventail d'insectes et de fleurs, ses créations de prédilection. Le ferronnier d'art a fait face à la flambée des prix du métal qui a doublé juste après le Covid. Les fluctuations des cours l'encouragent à être philosophe. Ça augmente, mais c'est bien.
Ça coûte de l'énergie à faire, on n'a pas trop d'énergie, c'est normal que les prix augmentent pour nous encourager de s'en servir de moins. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la récup. D'ailleurs, ce gecko est formé dans une chute de plaques métalliques. Le métal rouillé, c'est partout, partout. On voit des meubles métalliques, c'est vraiment un peu un bon moment pour être métallier. Les gens, ils nous cherchent, on est rare. Depuis quelque temps, Jérémy est rejoint par Lucas qui, après sa journée de travail, vient apprendre à son tour à dompter le métal. C'est une matière qui est très dure. Je suis encore jeune, j'ai encore besoin de taper, prendre un marteau, ça fait du bruit, bing, 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 des étincelles de partout. C'est vrai que d'appréhender, c'est déjà un petit peu spectacle de travailler cette matière-là. Et au final, on peut la rendre super molle et la travailler un petit peu comme on a envie. Un savoir-faire qui permet à Lucas, qui rénove sa maison, d'avoir la satisfaction du fait main avant peut-être une reconversion. Un métier qu'en tout cas Métallo est fier de transmettre, technique que, comme lui en son temps, il a pu découvrir auprès d'autres passionnés. Pascal Simon ne fait pas souvent visiter sa pièce à souvenirs entièrement réservée au cyclisme. Mais pour la date anniversaire des 40 ans du Tour de France 1983, où il porta le maillot jaune durant 6 jours, il a fait une exception. La pièce de souvenirs, ouais, où j'ai exposé quelques photos souvenirs, mes meilleurs moments de ma carrière. Ce jour du 11 juillet 1983 restera à tout jamais gravé dans la mémoire du coureur Aubois. Entre Pau et Bagnères de Luchon, il réalise un exploit en faisant un numéro dans les cols d'Aspin et Persourde. Ça s'est décidé durant l'étape, hein. J'étais bien, je faisais le boulot pour mes leaders, Roche et Anderson. Et puis comme ça, on a monté le Tourmalet, tout allait bien. Berland est venu me voir, commenter, grand, je me balade. Je me baladais ce jour-là, des journées comme ça, c'est exceptionnel. Pascal Simon termine 3e de l'étape et prend le maillot jaune avec 4 minutes 22 d'avance sur le 2e, Laurent Fignon. Mais si c'est un leader qui prend 4 minutes 22, c'est gagné. Pour moi, j'étais pas vraiment leader, j'avais pas de référence sur ces grands Tours de France. Je pensais pas à la victoire. Je pense que j'ai bien fait, parce que j'aurais été plus que déçu. Car l'étape du lendemain entre Bagnères de Luchon et Florence va prendre des allures dramatiques pour le nouveau maillot jaune. Son équipier Bernard Bourreau chute juste devant lui dans le peloton. Je glisse pas, je passe sur sa roue arrière, ça me déséquilibre. J'ai un grand sourire, s'il y avait eu une photo. Je tombe avec un sourire, mais à la banane. Hein. Et mon vélo, ça bute un peu dans le fossé. Je monte en l'air, au ralenti, je suis presque en équilibre sur la roue avant. Et je tombe malheureusement l'épaule. Diagnostic trait de fracture à l'omoplate gauche. L'Aubois va traîner sa misère durant 5 jours, maillot jaune sur le dos. Le contre-la-montre du Puy-de-Dôme va enterrer ses derniers espoirs. Il perd 3 minutes 22 sur 15 km. Sur les 4 derniers kilomètres, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas appuyer, on ne peut pas tirer surtout. Pascal Simon, irradié de douleur, décide alors de mettre pied à terre 2 jours plus tard entre la Tour du Pin et l'Alpe d'Huez. Psychologiquement, c'était fini, je savais que c'était fini, je savais. Et j'avais mon petit endroit pour arrêter, mais il y avait trop de monde. Je n'ai pas pu arrêter, je crois que c'était en haut du Granier ou du Cucheron. On passait tous ces petits cols de la Chartreuse. Et je m'étais dit, si ça ne va pas, j'arrêterai en posant la main, beau souvenir, sur le panneau, col du Granon ou col du Cucheron, je ne sais plus trop lequel c'était. Et puis m'arrêter là, à bout de souffle, dire, c'est fini. L'occasion de briller sur le Tour de France ne se présentera malheureusement plus jamais pour le natif de Ménil-Saint-Loup, malgré une 7e place l'année suivante et une 13e en 1989. Son frère, François, perpétuera toutefois l'héritage en portant la tunique jaune durant 3 jours lors du Tour de France 2001.